donc Abel Ferry, c'est encore un sujet de recherche pour des étudiants ou pour des chercheurs qui est très ouvert. Deuxième élément assez frappant de cette écriture de guerre, c'est qu'elle nous est connue de manière posthume. Et d'une certaine manière, l'écriture de guerre d'Abel, elle est largement médiatisée par les mises en forme de sa femme Hélène, puisque les 2 livres principaux qui vont marquer cette écriture, je vais y revenir, sont posthumes. Troisième caractéristique, après celle d'être inédite et en partie posthume, c'est une littérature qui est duale. Elle est celle de ce qu'on appelle la littérature de témoignage, la littérature de combattant. C'est-à-dire qu'Abel Ferry, c'est un soldat comme les autres par certains côtés, et je pourrais le montrer dans sa correspondance. Donc, cette écriture de guerre, elle se caractérise par ce qu'on appelle la littérature de témoignage. C'est-à-dire cette immense masse d'écrits des combattants qui a été publiée ou pas, de manière posthume ou pas, dès la guerre. Et en même temps, c'est ce qui en fait tout l'art, c'est en même temps, à travers cette écriture, il y a la construction d'une figure républicaine. Et c'est là qu'il différencie d'un combattant ordinaire qui n'est pas forcément dans une posture de construction d'une figure, quelle qu'elle soit. Donc c'est évidemment un écrit qui a toujours cette double qualité d'être à la fois une littérature de témoignage et la construction d'une figure républicaine. Et du coup, ce qui m'a paru intéressant, c'est de réfléchir finalement, vous évoquez à juste titre, et c'est drôle, on était en pensée, en communion dans l'introduction, les régimes d'historicité de Koselleck, et c'est ce qui m'a frappé à la lecture de l'écriture d'Abel Ferry, c'est effectivement, c'est comment, si on veut la comprendre, il faut l'articuler autour des 3 temps, et la manière dont Koselleck, le philosophe et historien allemand, a pensé l'historicité, c'est-à-dire de voir comment, dans l'écriture d'Abel Ferry, va s'articuler ce qu'on appelle son champ d'expérience, c'est-à-dire son rapport au passé, et ses projections, ses horizons d'attente. Et ce que montre Koselleck, c'est comment à chaque période s'articule un rapport au passé et un rapport au futur. Et c'est ce qui m'a frappé en relisant un certain nombre de textes d'Abel Ferry, je pense que j'avais lu tout ce qui était publié et même au-delà, c'est de voir comment il y a une manière spécifique d'articuler les 3 temps, le passé, le présent et le futur, donc le champ d'expérience et les horizons d'attente. Et c'est ce que je voudrais vous montrer à travers les différents ensembles. Je vais faire un plan assez simple ici. Je vais regarder les 3 grands blocs de publication d'Abel Ferry et voir comment s'articulent ces champs d'expérience et ces horizons d'attente dans ces 3 temps pour essayer de donner quelques conclusions à cet égard. Donc, pour réfléchir à cette question des écrits de guerre d'Abel Ferry et de leur historicité, de leur temporalité, on a 3 ensembles principaux qui nous sont en partie connus et en partie inconnus. C'est les lettres de guerre, d'abord. Le deuxième ensemble, c'est ce qu'on peut appeler ces carnets de guerre, qui sont doubles, des carnets dits de route et ces carnets secrets. Et c'est un troisième ensemble, et c'est un livre qui est très intéressant et qui est peu étudié. C'est un livre qui a été publié en 1920, La guerre vue d'en haut et d'en bas, qui rassemble un certain nombre de textes d'Abel Ferry, des textes de guerre avant tout. Et donc ce troisième bloc, c'est une publication qui mérite en tant que telle, en tant qu'écrit de guerre, et on va voir comment elle est construite. Donc je voudrais réfléchir avec vous en vous présentant ces 3 blocs, donc les lettres, les carnets et la publication de ces textes sur l'articulation des temporalités et du temps dans l'écrit d'Abel Ferry, en essayant à chaque fois de mesurer ce qui lui est propre et ce qui relève finalement du témoignage combattant dans son ensemble. Donc le premier bloc, si vous voulez bien, ce sont ces lettres de guerre dont on dispose. Des lettres de guerre qui sont, pour ce qui est de la partie publiée, essentiellement les lettres à sa femme Hélène, qui sont assez fascinantes parce qu'elles sont sur 3 registres. C'est une correspondance amoureuse. Et d'ailleurs, ça a été publié par une de mes collègues, Clémentine Vidal-Naquet, dans un volume de correspondance amoureuse de la guerre de 14, qui, contrairement au titre, n'est pas du tout racoleur, mais qui est une vraie étude sur les relations amoureuses pendant la guerre à travers la correspondance. Et on le sait, car Hélène était aussi un très, très fin observateur de la vie politique. C'est une correspondance politique aussi, cette correspondance entre eux. C'est une analyse du champ politique. Et c'est aussi un témoignage sur la guerre. Avec une réserve qui est importante, c'est que c'est un témoignage sur la guerre, mais qui s'adresse à l'arrière. Il s'adresse à l'arrière, et ça c'est quelque chose de toujours à avoir en tête, parce que lorsque les combattants écrivent à l'arrière, ils écrivent toujours en sachant qu'il y a des choses qu'on peut dire ou qu'on peut ne pas dire, et donc ils font attention à, si ce n'est édulcorer leur expérience, du moins la présenter d'une manière qui soit acceptable. À un moment donné, c'est frappant, Abel écrit, je vais aller vite sur les références là aussi, sinon j'aurai pas le temps, « Rien n'est plus amusant que cette vie », dit-il des tranchées. On sait évidemment que c'est absolument pas corroboré par ce qu'il vit, mais quand on parle à l'arrière, ça va souvent très loin, cette volonté de raconter autre chose que ce qu'on voit.
Il y a un cas que je n'ai pas développé, mais pour vous montrer que ça va encore plus loin même que chez Abel, hein, où un combattant écrit à sa femme, et il décrit un combat que j'avais bien étudié, il décrit que tout se passait bien, qu'il y avait très peu de morts, je savais que c'était le contraire, je ne comprenais pas pourquoi à ce point-là, etc. Et en fait, juste à côté, il écrit à son ancien patron et il lui raconte la vérité. Il lui dit, mais c'est impossible de dire le moindre de ces mots à ma femme, hein. Donc il y a une forme de double discours permanent des combattants, hein, selon à qui ils écrivent. Et ce double discours, on le trouve aussi chez Abel. Il lui écrit un peu plus tard, « Je ne te dis pas ce que je fais, dis-tu, à quoi bon ? Ces images de guerre te font grand mal et j'ai eu le grand tort de t'en entretenir. Contente-toi de savoir que je ne cours aucun danger. » Ce qui est évidemment faux. Mais donc vous voyez, il y a cette écriture vis-à-vis de l'arrière, vis-à-vis de sa femme en particulier. Et on a la chance pour Abel Ferry de disposer, et je vous invite à la lire, à lire tous les textes de guerre. En parallèle, on a ceux de Louis Pergaud. Louis Pergaud, qui était dans le même régiment qu'Abel, qui était son compagnon et dont on a édité à la fois les carnets et les lettres. Et lui aussi a ce même rapport de distance, hein, dans l'écriture, où il ne raconte pas tout à sa femme. Hein, et lui, vous le savez, il va mourir encore plus tôt qu'Abel. Donc on a ces lettres de guerre qui sont à la fois ce triple regard, hein, à la fois témoignage amoureux, jeu politique et récit de guerre, mais qui est toujours médiatisé par ce rapport à l'arrière très compliqué. Il est doublement médiatisé parce que ces lettres ont été éditées. Et c'est le premier, en quelque sorte, texte de guerre d'Abel Ferry qui a été livré à la publication, puisque vous le savez, Abel est mort près du front. Il a été rapatrié au cimetière familial ici qu'en 19, après les obsèques parisiennes. Et c'est à cette occasion que Hélène va faire paraître dans la Revue de Paris, en août 1919, avec l'aide de 2 historiens, je vais y revenir, un ensemble de textes de guerre d'Abel Ferry. Donc c'est le premier récit qu'on a, en quelque sorte, hein, de la vision de la guerre d'Abel de manière un peu continue dans cette Revue de Paris. Ça fait 25 pages, et c'est à la fois des lettres de guerre d'Hélène et les carnets. Alors j'ai essayé de comparer un petit peu avec ce qu'on avait pour voir comment on présentait finalement les écrits de guerre d'Abel en 1919. En fait, c'est très intéressant parce qu'on l'a bien vu, c'est évidemment une aristocratie républicaine, hein, ce dauphin de France, comme on disait et comme il disait lui-même. Et donc, du coup, on ne peut pas laisser les lettres brutes. Donc, il y a une énorme construction qui est opérée par Hélène et elle se fait aider par 2 des plus grands historiens de l'époque, hein, dont l'un finira ministre sous Vichy, qui est Moisset et Lavis. Hein, et donc, c'est eux qui vont construire en quelque sorte un Abel Ferry qui soit disciple dans l'espace public en 1919. Et en 1919, c'est une année intéressante parce que, dans la mémoire de la guerre, c'est un moment où tout cet antimilitarisme et ce pacifisme qui vont inonder la France des années 20 est encore un peu sur la réserve. Hein. On est encore dans la négociation, c'est le moment du traité de Versailles, donc il y a plus de réserve qu'il n'y aura progressivement. Et donc, du coup, on le voit, il y a une construction très forte, hein, de ce premier écrit d'Abel Ferry, où, évidemment, comme on le sait, c'est son point fort, la critique des chefs n'est pas absente, ni la violence des combats. Mais on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas racontées et qu'on retrouve dans l'ensemble des lettres et que nous avons éditées avec André Loès dans les carnets. Il y a un certain nombre de choses qui ont disparu et qui n'ont pas été mis en avant. Par exemple, les lettres les plus violentes contre les généraux ont été retirées de cette publication. Hein. D'autres sont restées. Donc la position d'Abel est très édulcorée, hein, dans la publication de la Revue de Paris de 1919. Donc la position d'Abel est édulcorée, mais le récit de guerre aussi est édulcoré, puisqu'il y a 2 scènes qui sont très frappantes dans les textes dont on dispose d'Abel sous la guerre. C'est le moment où il raconte une trêve tacite avec les Allemands, hein, ce qui était assez classique sur le front. Ça a disparu de la Revue de Paris, parce qu'évidemment, évoquer en 1919, hein, les fraternisations, c'est très délicat. Après, c'est plus facile, mais ça restera toujours compliqué dans l'entre-deux-guerres. Ça a disparu. De même a disparu de l'édition de 1919, le récit d'une exécution d'un soldat fusillé devant la troupe, hein, où Abel, là encore souvent critique de ce que font les chefs, dira qu'elle était totalement inutile et qu'il n'y avait pas besoin de montrer à la troupe une exécution, que ces troupes se tenaient très bien elles-mêmes. Et ça aussi, ça a disparu. Donc vous voyez, la construction de la mémoire d'Abel par ses propres écrits est d'emblée une construction politique, hein, et non pas une construction ni mémorielle ni testimoniale. Hein. Il s'agit de présenter un Abel Ferry qui soit entendable par l'espace public républicain en 1919. Donc il ne s'agit pas de montrer ni ses aspects les plus critiques du commandement, ni ses descriptions les plus terribles des rapports de force ou des spécificités du front. Donc cette première publication des écrits d'Abel, en fait, elle devait présider manifestement à la publication complète de ses écrits de guerre, c'est-à-dire notamment des lettres à Hélène et de son carnet, puisqu'elle a publié, Hélène, un manuscrit complet, hein, de ces textes de guerre. On en a plusieurs exemplaires aux archives d'Épinal. Et les originaux, d'ailleurs, j'en ai eu la confirmation en discutant tout à l'heure avec Jean Pisani-Ferry, ont disparu. Donc on dispose des écrits
de guerre les plus, en quelque sorte, proches de ses sentiments, les lettres et les carnets, qu'à travers la sélection et la mise en forme qu'a fait Hélène à travers plusieurs manuscrits, des années 20 aux années 50. Et de manière assez étonnante, cet ensemble n'a jamais été publié, et manifestement, il avait été préparé pour l'être, puisqu'il est déjà coupé, il est mis en scène, il est chapitré. Et il semble que Grasset n'ait pas donné suite pour des raisons qui m'échappent. En tous les cas, j'ai quelques hypothèses, mais pas le temps de vous les élaborer. Mais en tous les cas, voilà le premier corpus. On a donc toutes ces lettres de guerre et qui sont disponibles aux archives, mais qui ne sont pas disponibles autrement que dans la publication qu'on a faite en annexe du carnet d'Abel Ferry et de ce qu'a fait Clémentine Vidal-Naquet. Donc c'était les premières lettres, les premiers écrits. Pour comprendre le regard sur la guerre d'Abel, sur lequel je vais revenir dans un instant, on dispose aussi de ces carnets de route. Alors ces carnets de route, c'est des notes journalières ou presque, ou en tous les cas de type journalier au front. Et là, il décrit ce qu'il voit comme un soldat. C'est donc typiquement cette littérature du témoignage combattant, où là, d'une certaine manière, Abel est comme les autres. Abel est comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut mettre en série son texte, contrairement à ses lettres politiques. Il y raconte ce qu'il voit, il y raconte ce qu'il rencontre, les officiers, les soldats. Il donne aussi le témoignage de ses subordonnés. Il dit son sentiment face à la mort des autres, qui est très importante, puisque très vite, c'est quelque chose qui obsède tous les soldats. Il leur montre aussi, évidemment, dans ses notes le montrent aussi toujours critique sur le haut commandement et même sur le commandement, en montrant combien le haut commandement n'est pas sur le terrain, ce qu'ils appellent les officiers de littérature, dans ses carnets, c'est-à-dire ceux qui ne jugent pas le terrain alors que lui y est. Et on le voit aussi, et ça c'est très intéressant parce que là, Abel Ferry mérite d'être mis en série là aussi. On le voit aussi très soucieux de sa position en tant qu'officier ou en tant que supérieur face à ses hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez tous les intellectuels qui sont aux tranchées. C'est que, alors même qu'évidemment, ils sont peu habitués à ce monde-là, il y a eu un très beau livre de Nicolas Mariot sur les intellectuels aux tranchées, il faut qu'ils montrent qu'ils font face et qu'ils sont toujours là. Donc du coup, il y a en quelque sorte, ils surjouent la position de l'officier. Parce qu'évidemment, ils sont dans des conditions auxquelles les paysans ou les mineurs pouvaient être habitués, mais évidemment pas eux. Ni les sorbonnards, ni les avocats n'étaient prêts à supporter ce que ces gens ont supporté dans les tranchées. Et donc, du coup, on leur voit, il faut tenir, non pas parce qu'on est... Il faut tenir par masculinité, évidemment, parce qu'on est un homme, mais ça, tous les soldats doivent le faire. Mais il faut aussi tenir pour montrer que finalement, on n'est pas des mauviettes. Et face aux paysans, qu'il commande, face aux mineurs, il parle souvent des mineurs dans ses carnets, on va tenir. Et ça, on le trouve chez le carnet, on le voit. Moi, et souvent, je pense à un autre personnage qui est aussi un grand personnage, qui est Marc Bloch, qui a aussi ce même souci, l'historien Marc Bloch, qui lui est mort dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait à peu près la même fonction qu'Abel, qui avait été lui aussi officier aux tranchées. On a le même type de discours, montrer que même si on est finalement quelqu'un issu de milieux très distingués, c'est aussi un héritier, Marc Bloch, c'est le fils d'un universitaire. Il y a ce rapport à la guerre qui est très fréquent et très présent dans ses écrits, de montrer mais on va faire comme les autres et on va faire mieux que les autres et on va donner l'exemple, même si on souffre sans doute très fort physiquement. On va être capable. Et ça, je crois que ces carnets le montrent bien. C'est tenir, en quelque sorte, une image de quelqu'un qui, par républicanisme, de montrer, parce qu'on appartient aux élites, on doit faire comme les autres, voire mieux que les autres. Et même si on a des rapports parfois compliqués avec les gens du peuple, il faut montrer qu'on est capable. Et ce témoignage-là est évidemment très, très important dans cet écrit d'Abel Ferry. Et il le situe dans toute cette, en quelque sorte, dans tous ces officiers de tranchées, qui avaient été formés dans les élites républicaines, dans les élites intellectuelles, dans les élites juridiques, mais qui du coup ont construit un rapport à la guerre qui était très lié au sentiment de la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de leurs hommes, vis-à-vis de la République, et qui du coup les amenait à prendre sur eux et aussi à tenir un discours sans doute au-delà de ce qu'ils vivaient. Deuxième type de source liée à ces carnets, c'est les fameux carnets secrets, donc, qui ont été édités dans les années 50 et que nous avons réédités en 2005, qui sont un témoignage sur la vie politique et sur la conduite de la guerre, mais qui là aussi montrent des spécificités dans les écrits d'Abel Ferry. J'ai essayé de montrer celles de sous-officiers et d'officiers. Et là, il y a évidemment, c'est celle d'être un Ferry. Et du coup, il y a là un champ d'expérience qui est très particulier dans ces carnets. C'est évidemment l'inscription dans la tradition républicaine, non pas seulement dans la tradition théorique, même s'il le fait beaucoup avec les allusions à la Révolution française et à la mobilisation de l'an 2, mais aussi avec son histoire généalogique. Et on le voit dans ces carnets, manifestement, qui étaient aussi destinés à la publication. Et c'est là où je vous dis que la construction de sa figure est importante. Il dit souvent qu'il s'inscrit dans cette tradition généalogique. Il dit « je ferai ce que mon nom oblige ».
Donc il n'écrit pas simplement pour décrire le monde politique, il n'écrit pas simplement pour témoigner, il écrit pour s'inscrire dans cette généalogie, hein, qui oblige aussi. Hein, comme d'être un officier républicain aux tranchées, hein, avec des prolétaires, avec des paysans, ça oblige. Être un ferry, ça oblige aussi. Et ça, on le trouve dans ses carnets secrets. Et c'est là où il va définir sa position. Et donc, il dit souvent, je dois faire ceci, je le fais, c'est mon devoir. Hein. Donc, il n'y a pas seulement dans ses carnets un récit, il y a une mise en scène de lui-même, une construction de cette figure républicaine qui est inscrite, je vous le disais, dans ce champ d'expérience qui est celui d'être évidemment le neveu de Jules et le fils de Charles. Ces carnets, ils ont été édités une première fois en 1957, on en a déjà parlé, par Hélène, et on a découvert qu'en réalité, elle avait fait un énorme travail éditorial pour en faire là aussi quelque chose de conforme à un moment où on est en 1957, hein, où il y a beaucoup des acteurs ou leurs femmes ou leurs enfants qui sont encore vivants. Et donc, ces carnets ont été énormément édulcorés et travaillés de manière à, là encore, à ce que ce soit acceptable pour la République. Cette fois, c'est la 4e. Mais pour que les passages les plus critiques sur un certain nombre d'hommes politiques ou de moments soient en quelque sorte polissés. Et donc, Hélène est beaucoup intervenue. Donc là encore, on n'a pas la voix d'Abel Ferry directement, en quelque sorte, dans ses carnets. Comme on n'a pas la voix d'Abel Ferry dans l'édition des Lettres en 1919, on a à la fois les voix d'Hélène et les voix de la République. Les voix d'Hélène, puisque c'est elle qui a mis en scène et choisi les extraits, les voix de la République, puisque c'est repassé en quelque sorte au filtre de la vis de Moisset et de la Revue de Paris, pour en faire un texte lisible. Hein, donc on accède à Abel, mais que par des chemins détournés. C'est encore le cas pour ses carnets de 1957, hein, puisqu'elle a non seulement corrigé, rendu fluide le texte. Hein, un exemple, à un moment, Abel écrit « il m'a dit », et dans le texte, « il m'a compté ». Évidemment, c'est plus joli de dire « il m'a compté » qu'il m'a dit. Hein. Donc ça, c'est des questions de style qui n'ont pas une grande importance historique, quoique. Mais surtout, elle a supprimé tout un ensemble de passages qui pouvaient être gênants politiquement. Hein, c'est là où, évidemment, je vous disais, ça s'inscrit dans une temporalité politique. Tout ce qui pouvait gêner la politique extérieure de la France dans les années 50 a été édulcoré ou changé. Elle a changé aussi un certain nombre d'appréciations sur des hommes politiques, hein, y compris quand ils sont morts, puisque Joffre était qualifié de boucher d'homme dans l'édition originale, ce qui est évidemment très fort, hein, et donc c'est une expression qui disparaît dans l'édition de 1957. Il y a aussi des affaires de mœurs et des affaires de maîtresse qui sont disparues. En tous les cas, là aussi, on a un texte qui est construit, mais qui n'est pas exactement la voix d'Abel, puisque cette voix, elle a été en quelque sorte extraordinairement médiatisée. Elle a été là aussi médiatisée, c'est toujours intéressant, parce que là encore, Hélène choisit des mentors pour diffuser la voix d'Abel, comme c'était Moisset et Lavis pour les lettres de 1919. Là, c'est en partie André Siegfried, hein, qui va jouer un peu le rôle de courtier. Il va relire le manuscrit avant la publication, ensuite il va aider à sa diffusion. Donc vous voyez, c'est assez fascinant parce que la voix d'Abel, c'est toujours la voix d'Hélène, mais c'est toujours un peu en quelque sorte la voix de la République, évidemment de la République institutionnelle, puisqu'on prend appui, hein, sur des gens qui sont des grandes figures, hein, qui sont à la fois des experts, hein, puisque évidemment Lavis comme Siegfried sont des gens extrêmement compétents, hein, en histoire politique, mais ce sont aussi des gens extraordinairement institutionnels, hein, qui savent ce que l'on peut dire et ne pas dire dans l'espace public. Hein. Donc vous voyez comment il y a une construction, c'est pour ça que je vous disais que ça s'inscrivait dans un champ d'expérience qui est celui, hein, d'être un héritier de la République, où cette voix doit être relativement contrôlée. Et donc du coup, on voit disparaître tout un ensemble d'éléments comme ceux que je vous ai donnés, que nous avons restitués dans l'édition de 2005. Donc cette voie politique d'Abel Ferry, là encore, hein, elle s'inscrit dans des temporalités qui le dépassent et qui, évidemment, et c'est ça qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que non seulement c'est le champ d'expérience d'une république institutionnelle dont on est l'héritier, mais c'est aussi l'horizon d'attente, hein, de se construire comme un dauphin de France. Autrement dit, quand Abel témoigne,